Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la tranche info de Canal 10 Télévision. Au programme ce soir, Info 10, le journal local et régional en compagnie de Mathieu Bernier, Mister Guadeloupe 2021, suivi à 19h d'un retour sur les mobilisations du jour. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 11 janvier 2022 et à l'heure où le système éducatif est perturbé par la multiplication des cas de Covid dans le système éducatif chez les enseignants, mais surtout chez les enfants, quels sont les impacts à long et court terme chez nos tout-petits? Maxime Morel a fait le point avec le docteur Philippe Després, chef de service de la pédiatrie du CHU de Guadeloupe. Le bilan global, on le fera dans 3-4 semaines, quand on aura, j'espère, pu passer le pic de l'épidémie en cours. Là, on est vraiment dans la 5e vague, qui est à plus de 80% due au variant Omicron, d'après les dernières données qu'on a sur la Guadeloupe. Donc, on est en train d'accumuler des données générales et des données pour l'enfant. C'est récent, ça date d'il y a une dizaine de jours, 15 jours maximum. Ce qu'on observe actuellement, c'est que tout le monde est touché. Vraiment tout le monde. Tout le monde peut être touché. Toutes les tranches d'âge peuvent être touchées. L'enfant en particulier, ce qui n'était pas du tout le cas pour la première vague, touché. Mais pour l'instant, on a la chance, et j'espère que ça va durer, on a la chance d'avoir des formes plutôt banales, sous la forme de simple grippe, de rhume, de petites bronchiolites. Et puis, on a également des enfants qui sont déclarés Covid positifs lorsqu'ils viennent en urgence et qui viennent pour une autre raison que le Covid. Et là, on est un peu coincé parce qu'il faut s'en occuper avec des précautions pour éviter de contaminer l'entourage et les soignants, mais il faut également traiter la cause de leur venue sur l'hôpital. Ça peut être une cause chirurgicale ou une cause médicale. Je pense qu'on doit s'approcher du plateau de l'épidémie, mais bon, ça continue à monter, donc on ne pourra affirmer le plateau que si on a 3 ou 4 jours avec des chiffres qui sont stables. À ma connaissance, chez l'enfant, c'est pas encore le cas. On doit arriver bientôt au pic, je suppose. Alors la réanimation adulte, c'est toujours le dernier endroit qui est affecté par une vague. En général, il y a d'abord le grand public, les urgences, les services de soins conventionnels, et puis ensuite la réanimation qui récupère les cas les plus graves qui évoluent encore sur quelques jours. Lors de la 4e vague, la réanimation était vraiment submergée vers le 20 août, si je me rappelle bien. Au départ, on s'était vraiment préparé à ça parce que ce variant Delta était beaucoup plus virulent globalement. Omicron, on s'y prépare, mais pour l'instant, on est encore dans l'attente de quelque chose de moins bien, mais la situation, d'après ce que j'ai compris de mes collègues, est très très bien gérée, elle est complètement maîtrisée. J'espère que ça va durer. Et avec 5300 cas détectés en 3 jours, on déduit que les Guadeloupéens se font plus tester que jamais. Si l'exercice est toujours désagréable pour certains, pour d'autres, il vaut mieux prévenir que guérir. Nombreux sont les pharmacies prises d'assaut quand d'autres peinent encore à gérer l'afflux Omicron. Regardez. Alors d'abord, il faut passer à la pharmacie avec sa carte vitale. Après, ils vont vous donner un reçu en fait et vous allez me le donner et je vais rentrer vos informations. Ou sinon, vous pouvez les rentrer tout seul à l'aide du QR code qui est devant la pharmacie. Une fois les informations rentrées, on va vous faire votre test antigénique et vous allez recevoir vos résultats dans à peu près une dizaine de minutes. C'est désagréable. Un petit peu, oui. Au bout d'une quinzaine de fois, on s'habitue pas trop. J'avoue que c'est un petit peu désagréable, oui. Et encore, elle n'enfonce pas trop, est-ce que j'ai vu? Non, juste ce qu'il faut, mais ça chatouille quand même. Combien de tests vous faites en moyenne par jour et est-ce que ça a bougé un peu ces jours-ci, les chiffres? Alors je dirais que ces derniers jours, on en fait beaucoup plus. Hier, on en a fait à peu près une centaine, mais avec les manifestations qui se sont passées, j'avoue que ça a beaucoup diminué. On est à peu près une trentaine en ce moment-là. Et face à la ruée vers les tests antigéniques et PCR réalisés par les pharmacies et professionnels de santé, les autotests sont devenus la solution privilégiée du moment, à la maison, au travail ou encore dans le protocole de l'éducation nationale. Ils sont partout. Mais avec des résultats parfois erronés, peut-on vraiment leur faire confiance? On vous donne la parole. Alors là, j'ai des exemples. J'ai une amie qui est partie. Donc, à son départ, c'était négatif. Quand elle est arrivée, c'était positif. Donc, à savoir si c'est fiable ou pas, j'en doute un tout petit peu. Je pense, oui, puisque la science est quand même là pour nous dire que c'est correct, quoi. Donc, pour moi, oui, je pense qu'ils sont fiables. Je crois que rien n'est fiable en ce moment-là.
vu que le nombre de malades que nous avons, c'est que rien n'est fiable. Un jour, on nous dira ce qui est vraiment fiable. Ben, si on peut le faire tout seul, c'est qu'on a été en médecine, non? Je sais pas. On entend tellement de choses que bon, on se demande à la fin qui a tort, qui a raison. Et ça nous embrouille quelque part. À part dire non, pour vous, ça c'est fait quand même. Maintenant, dans le cas, et malheureusement, ça j'ai un grave incident même. Il trouve une solution pour ça. Je pense que c'est pas fiable du tout. Sincèrement, je pense que c'est pas fiable. Pour l'avoir pratiqué, je l'ai fait à plusieurs reprises et il s'avère que j'avais le Covid alors que le test était négatif. Ça ne sert à rien du tout. Parce que dès l'instant qu'on est positif, qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que les gens vont rester chez eux pendant quoi, une semaine, etc. Mais il faut vivre avec le virus. Ça fait 2 ans que le gouvernement nous emmerde. Je pense que c'est pas mal, si vous voulez, mais d'un autre côté, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Moi, j'ai pas fait médecine, mais si je peux faire tout seul, ben c'est bon, je suis positif tout le temps. Et nous évoquions hier le mouvement de grève des animateurs de l'association UnitedG 128 en cause des menaces de licenciement après une heure de débrayage en décembre dernier. La direction de son côté assure que l'association n'est pas en grève. Ils se disent également ouverts à la discussion avec les 5 salariés mobilisés. On écoute Nedine Ertom au micro de Charlie Dagonia. Je vous rectifie, l'association elle n'est pas en grève parce que la majorité des salariés travaillent, d'accord, ils font leur prestation de service pour la ville de Goyave. Tout d'abord, je vais parler au nom de la présidente parce qu'elle a des soucis professionnels et de santé, elle ne pouvait pas être présente pour l'interview. Alors, je vais vous dire qu'il y a 5 salariés effectivement qui sont en grève, apparemment, comme je vous dis. Nous, on fonctionne, vous êtes dans nos bureaux. Les établissements fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu comprendre qu'ils ont bloqué certains établissements que nous ne sommes pas propriétaires. Ça appartient à la ville de Goyave. Les salariés, apparemment, nous ont fait une contestation de mise à pied à titre conservatoire. Comme on leur a dit, ça dépend de l'inspection du travail. Tout ça a été envoyé à l'inspection du travail et ils reprochent qu'on ne leur dit pas c'est quoi les sanctions, qu'ils n'ont pas commis de faute grave. Alors je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cela parce que c'est en charge à la présidente qui les reçoit demain et mercredi lors de leur entretien pour leur donner leurs sanctions, pas leurs sanctions, mais leur dire les faits qu'on les reproche, les motifs. On ne leur a jamais encore dit qu'ils sont licenciés, on n'a jamais encore donné aucun motif sur la mise à pied. On attend juste que les dates d'entretien qui sont déjà été évoquées et qui viennent savoir qu'est-ce que l'association leur reproche. Et si ça doit aller au licenciement, si ça doit aller à une autre sanction, là c'est pas nous qui décidons, c'est pas moi qui décide, c'est la présidente de l'association qui décide. Alors aujourd'hui, s'ils se manifestent, c'est peut-être pour dire qu'ils ont touché leur salaire en avance. Je ne saurais pas à quoi vous répondre, mais aujourd'hui, nous, l'association, on n'a rien à se reprocher. On essaie de faire un travail exemplaire au niveau des enfants, parce que la sécurité des enfants, c'est notre premier atout aujourd'hui. J'ai entendu que c'est M. Jean-Marie Nomertin qui est le représentant avec Mme Castro. J'ai toujours dit on est ouvert au dialogue. Regardez, vous m'avez appelé, on est là, on peut écouter, on a tous nos documents, d'accord? Mais les salariés doivent attendre, eux, ces salariés-là, ça, les 5 qui sont apparemment impliqués, doivent attendre leur date d'entretien pour leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. Un mouvement finalement favorable aux animateurs en grève. Une table ronde s'est tenue entre personnel mobilisé, direction et inspection du travail. Les procédures à la rencontre sont annulées. Reprise du travail le 13 janvier. Et toujours dans le volet social, lors des affrontements de ce lundi devant le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, l'un des leaders de Moun Guadeloupe a été blessé et s'en sort avec une dizaine de points de suture. De retour ce matin devant l'établissement de santé, il s'exprime au micro d'Harold Delus. Simplement, depuis un moment, on sait qu'un certain nombre de soignants sont suspendus par rapport aux nouvelles règles qu'il y a au sein du CHU. Mais on sait également que toute la population guadeloupéenne est contre cette espèce de passe sanitaire, obligation vaccinale ou passe vaccinale maintenant. Et donc voilà, on était au rendez-vous comme un certain nombre de mouvements qui sont contre. Et on était tous là. Et puis les gendarmes se sont mis à envoyer des lacrymos en direction de la foule. Le truc c'est que dans la foule, alors oui, il y avait des gaillards, mais il y avait aussi
aussi des madames, il y avait de grandes dames, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas courir et qui commençaient déjà à s'étouffer et à vomir. Donc on a pris sur nous de shooter un peu les bombes lacrymo, les repousser. Mais je ne suis pas Cristiano Ronaldo, je n'aurais pas pu avec mon shoot attraper les gendarmes. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? Ils m'ont filé un coup en plein dans le front, un coup de tir lacrymo, un tir tendu, parce que c'est arrivé en plein dans le crâne. J'ai 10 points de suture. Et voilà, on voit un peu que ça commence à gonfler. Mais bon, comme j'ai dit, chaque chose va se régler en son temps. Ici, c'est la Guadeloupe. Tout le monde a peur de parler, mais moi, je ne porte pas plainte. Et parlons sport maintenant. Ce week-end, l'équipe masculine de la ZUP et la féminine de l'Étoile de Morne-à-l'Eau sont sortis vainqueurs de la Coupe Région Guadeloupe. De quoi montrer aux entraîneurs de la Fédération française de handball présents chez nous le niveau de la discipline. On a suivi une rencontre avec les responsables locaux. Au cœur des discussions, les ressources nécessaires pour un meilleur encadrement en Guadeloupe. Le reportage d'Olivier Félix. Même si c'est vrai que le contexte sanitaire ne nous a pas permis depuis septembre 2020 de venir aussi souvent que nous l'aurions voulu. Mais en règle générale, nous sommes ici sur le territoire guadeloupéen 2 à 3 fois par an en ce qui me concerne pour en règle générale des séjours d'une semaine et qui nous permet de sentir battre le pouls du handball guadeloupéen. Et effectivement, vous l'avez souligné, hier on a pu assister, et même ce week-end, aux demi-finales et aux finales de la Coupe de Guadeloupe qui se déroulaient au gymnase de Rivière-des-Pères. Nos territoires sont en besoin d'infrastructures. Nous avons un besoin de rénovation et un besoin de rattrapage. Nous le savons depuis quelques années. Nous avons un gros déficit en termes d'installation, notamment pour le handball, en termes d'installation sportive couverte. Donc un besoin de rénovation de certaines installations, mais aussi un besoin de création et d'obtention de nouvelles infrastructures sportives, effectivement. Je suis accompagnée du directeur des sports, M. Harry Méfond. Donc moi, en tant que vice-présidente de la région, M. Méfond étant là, nous allons porter justement ces informations au niveau de la région. Et vous savez très bien que notre président, Harry Chalus, il est là justement pour que le sport en Guadeloupe puisse vraiment prendre toute sa splendeur. Sincèrement, je pense que... Alors, le sport, de manière générale, va être impacté par cette crise. Le handball l'est. Le handball l'est, c'est évident en termes de reprise de licence. Au niveau national, la Fédération française de handball était à près de 500 000 licenciés. Aujourd'hui, nous sommes à 350. Et au niveau local, la Ligue de Guadeloupe est fortement impactée aussi. Nombre de clubs, de dirigeants de clubs avec qui j'ai pu échanger me parlent de la difficulté effectivement à faire reprendre les licences, essentiellement par rapport évidemment à la contrainte du pass sanitaire. Je pense qu'il faut que nous nous adaptions. Il va falloir que nous apprenions à vivre avec. Il va falloir que nous apprenions à aussi innover s'il le faut, trouver d'autres formules pour pouvoir mettre en place des pratiques de loisirs, des pratiques de compétition, utiliser toutes les pratiques que la fédération propose, tant le hand à 4 que le beach hand, pour pouvoir permettre à nos jeunes de pratiquer si nous ne pouvons pas retourner dans les salles. Et je reçois maintenant celui qui représentera la Guadeloupe à l'élection de Mister France 2022 très bientôt. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors Mathieu, comment on se sent à une dizaine de jours, c'est ça, de Mister France 2022 ? Ah oui, il faut savoir que je pars vendredi, donc un peu d'excitation, mais beaucoup de fierté. Et je suis très motivé à donner le meilleur de moi-même en France. Justement, c'est quoi être Mister Guadeloupe aujourd'hui ? Alors, Mister Guadeloupe, c'est le plus bel homme, en fait. C'est représenter la jeunesse guadeloupéenne comme il se doit. Il faut avoir beaucoup de motivation, surtout. Il faut être passionné par tout ce qui est alentour, qui va à l'univers de notre Guadeloupe à nous, nos beaux paysages, nos rivières. Il faut avoir une certaine connaissance aussi de la culture. Et il faut savoir être avenant envers toutes les personnes, toute la population. Voilà. Et qu'est-ce qui pousse à se lancer, j'ai envie de dire, dans une aventure comme Mister Guadeloupe ? Ce sont les opportunités, j'aime saisir les opportunités, donc j'ai voulu participer à cette élection et je suis vraiment très très heureux du résultat aujourd'hui. On parle souvent de rêve de petite fille pour les Miss. C'est un rêve de petit garçon pour toi aussi ou pas du tout ? C'était pas un rêve de petit garçon, mais c'était quelque chose que j'avais envie de vivre
et je l'ai vécu à fond et franchement, je suis vraiment fier. Donc avant de te présenter cette année, tu y avais déjà pensé auparavant? Oui, bien sûr, ça faisait déjà plusieurs années que je suivais l'actualité Mister Guadeloupe. Et cette année, j'ai décidé de franchir le grand pas, de m'y inscrire et de me présenter au casting. Et ça a été quoi le déclic pour toi cette année, justement? C'est juste par rapport à l'actualité. J'ai senti que c'était le moment de voir d'autres choses et puis avec les études aussi j'attendais un peu de grandir et puis un jour je me suis senti prêt aussi physiquement et j'ai dû m'inscrire pour venir au casting. On sait que le comité Mister Guadeloupe a déjà 10 ans. On sait que pour un 10e Mister, il y a pas une certaine charge sur tes épaules aujourd'hui pour l'élection de Mister France? Bien sûr, il y a une certaine pression puisque c'est quand même 10 ans de travail du comité Mister Guadeloupe. D'ailleurs, je les félicite encore et chaque jour pour l'accompagnement qu'ils font avec moi. Ils me préparent et puis ils savent comment gérer le Mister Guadeloupe et c'est de bel augure pour les prochaines années. L'élection de Mister Guadeloupe, tu l'avais préparée en pensant repartir avec le titre ou tu es allé comme ça en disant on profite de l'opportunité? Non, pas forcément. Je voulais profiter de rencontrer d'autres personnes et pouvoir faire partie de cette belle aventure. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi de faire partie de cette aventure et je suis très heureux. On sait que pendant ces 2 ou 3 mois, vous faites quand même pas mal d'activités. Oui. Il n'y avait pas une espèce de compétition entre toi et les autres candidats pendant toute cette aventure? Vous êtes 10, 11, 12 par là, je crois. On était 12. Oui, il y a une certaine compétition, mais franchement, on est vraiment bons amis. On est comme une famille et on s'entraide, on se donne des conseils. Et c'est vraiment une histoire qui est très très belle à vivre. C'est une aventure qui vous fait grandir aujourd'hui? Oui, je me sens vraiment grandi, j'ai évolué, j'ai pris plus de confiance en moi et puis maintenant il faut assurer pour aller au national. Tu nous disais tout à l'heure que c'est être le plus bel homme, mais aujourd'hui Mister Guadeloupe et Miss Guadeloupe en général, est-ce que ça ne va pas plus loin que la beauté? Bien sûr, ça va plus loin. Maintenant il faut être cultivé, il faut faire des études, il faut savoir bien parler. Il faut aussi bien marcher, c'est tout vraiment un travail qu'il faut faire sur soi pour représenter comme il se doit sa région. Ouais, donc aujourd'hui, toi, tu conjugues quand même pas mal de choses, Mister Guadeloupe, la physique chimie, les maths et être sapeur-pompier, c'est ça? Oui, voilà, il faut savoir que je suis étudiant en 3e année de licence de physique seulement, pas les mathématiques. Et lorsque je suis en vacances, je donne de mon temps pour être pompier volontaire. Et comment on arrive à gérer un emploi du temps comme ça en tant que Mister Guadeloupe? On s'adapte et il y a vraiment le comité qui est derrière qui fait vraiment un travail considérable et ils sont avec moi à chaque fois et on est toujours en contact. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure de sapeur-pompier volontaire? Alors il faut savoir que j'aime beaucoup aider les autres et je me suis inscrit à ce concours de sapeur-pompier volontaire quand il était ouvert en Guadeloupe et depuis ça m'a plu et je suis resté et aujourd'hui je suis là pour même postuler pour le concours de sapeur-pompier professionnel. Est-ce que quand on est Mister Guadeloupe, on a moins de choses à faire à la caserne? Non, je ne dirais pas ça, mais ils sont plutôt très contents d'avoir le Mister Guadeloupe parmi leurs rangs. D'ailleurs, je leur fais coucou, c'est la caserne de Sainte-Rose. D'accord, donc justement, l'élection, c'est le 22 janvier, c'est dans 11 jours. Comment on prépare comme ça une élection nationale? Alors, il faut savoir qu'il y a une grosse préparation physique, mentale. Il faut être motivé, il faut vraiment se lever tôt, il faut bien réviser, il faut lire, pour le test de culture générale, il faut bien s'entraîner aussi. Et c'est vraiment un travail qui est acharné, mais pour réussir, il faut vraiment se battre, quoi. Donc justement, on sait que c'est dans quelques jours. On sait qu'il y a eu des candidats quand même bien classés. Il y a eu Alan Zou, Tony Delumeau, Nicolas Morvan. Là encore, ça te donne une autre pression sur les épaules ou tu y vas en mode... Là aussi, je profite de l'aventure. Mais je vais aussi pour profiter quand même, puisque c'est une occasion il y a une seule chance d'y aller. Ça se présente qu'une seule fois dans notre vie. Mais je vais quand même pour faire un beau résultat, puisqu'il faut faire honneur à ceux qui sont passés avant moi quand même. Le comité te met une certaine pression ou pas du tout? Une petite pression, mais franchement, ça va. Ils sont confiants, ils sont avec moi, ils me motivent chaque jour à donner le meilleur de moi-même le jour J. Donc je suis vraiment content et c'est ce que je ferai avec plaisir, bien sûr. Et on sait que cette année, Mister Guadeloupe a été un peu impacté par la Covid-19. Il y a une élection à huis clos. Comment se passe une année de règne de Mister Guadeloupe Covid-19? Peut-être qu'on va moins voir la population, mais il y a quand même les plateaux télé, il y a la radio, il y a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas négligeable. Et il faut profiter du mieux qu'on peut parce que l'année passe très très vite. Tu n'as pas l'impression de manquer un petit peu ces rencontres avec les Guadeloupéens?
Oui, bien sûr, un petit peu, mais quand même, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer quelques fois. Justement, c'est dans 11 jours, tu pars vendredi. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces quelques jours qui te restent avant de partir? Alors, je vais continuer à m'entraîner du mieux que je peux et à lire beaucoup pour être bien préparé surtout. Et tu vas partir avec des membres de ton comité ou tu pars tout seul à l'aventure? Alors, je vais partir tout seul, sauf qu'il y a le président Michael Bioménil qui va me rejoindre quelques jours après. Mais on ne va pas se voir forcément tous les jours, quoi, parce qu'il ne sera pas au même endroit où on sera logé avec tous les misters. Et si ceux qui nous suivent souhaitent te soutenir pour l'élection, comment ça se passe? Alors bien sûr, je suis le candidat numéro 16, donc vous pouvez voter par SMS Mister 16. Pour la Guadeloupe, c'est au 97 777. Pour la métropole, c'est Mister 16 et vous envoyez au 7 14 15. Vous pouvez aussi voter pour moi sur le site internet de Mister France. Et est-ce que tu appréhendes la rencontre avec les autres candidats? Vous serez combien là-bas? Alors, nous allons être 23, si je ne dis pas de bêtises. Et j'appréhende pas, puisque je suis quelqu'un de très sociable. J'ai vraiment hâte d'y être et de rencontrer les autres personnes qui seront présentes à cette élection. On sait déjà que tu as rencontré Mister Martinique auparavant, tu étais à son élection. Donc tu sais déjà que tu as quand même un camarade là-bas, c'est ça? Oui, c'est vrai que déjà je lui ai fait un petit coucou. J'ai été en Martinique, j'ai été invité, j'ai été bien reçu. Je suis vraiment très content d'avoir pu faire cette expérience et je les remercie encore depuis le plateau. Donc c'est sur cette rencontre avec Mathieu Bernier, Mister Guadeloupe 2021 qu'on se quitte. Je vous dis à demain pour une nouvelle tranche info et n'oubliez pas que tout à l'heure vous pourrez revivre les événements de cette journée sur Canal 10.